Hello les experts, bienvenue dans cette vidéo. On va faire le lab du service Amazon VPC. Donc Amazon VPC, c'est Amazon Virtual Private Cloud et c'est le service sur AWS qui permet de créer ce qu'on appelle des VPC. Donc les VPC, c'est des espaces réseau privés dédiés que vous allez pouvoir utiliser dans le cloud AWS pour déployer vos ressources. Et ça peut être des instances EC2, ça peut être des bases de données, des volumes EBS, ça peut être toutes ces ressources que vous allez pouvoir déployer dans des espaces réseau dont vous maîtrisez le routage, l'adressage IP, les découpages en sous-réseau public. Donc c'est ça le service Amazon VPC. Donc ce qu'on va faire dans ce lab, on va tout simplement explorer ce qu'on appelle le VPC par défaut. En fait, AWS par défaut va vous créer un VPC dans chacune des régions que vous avez activées. Et donc c'est un VPC que vous pouvez tout à fait commencer à utiliser sans forcément faire de la configuration additionnelle. Donc on va explorer le VPC qui a été créé pour nous par défaut. On va regarder un petit peu les sous-réseaux, on va regarder l'Internet Gateway qui est attaché à ce VPC par défaut, on va regarder la table de routage aussi pour essayer de comprendre comment se déroule le routage dans le VPC par défaut et dans les VPC de façon générale. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un VPC. On va créer un VPC, on va définir le bloc CIDR, on va définir la façon dont il va être découpé en sous-réseau, et ensuite on va terminer en déployant une instance EC2 dans le VPC personnalisé qu'on aura créé. Donc là, je suis dans la console AWS, je suis connecté dans la région Irlande. Maintenant, on va aller dans le service VPC. Donc pour cela, on va chercher VPC. Voilà, on va cliquer dessus. Voilà. Donc là, on est dans la page avec tous les VPC qui existent dans la région Irlande. On peut voir ici qu'on a pas mal de menus qui existent. Il y a les sous-réseaux, les tables de routage, Internet Gateway, en français on dit passerelle Internet. Donc c'est des choses qu'on va voir un peu plus tard dans cette démo, dans ce lab. Pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt aller explorer le VPC par défaut. Donc on voit qu'on peut cliquer ici directement, ou tout simplement cliquer sur vos VPC. Donc le résultat est le même, hein. On va arriver sur cette page qui liste tous les VPC qu'on a dans cette région AWS, dans la région Irlande. Pour ma part, j'ai deux VPC. J'ai un VPC qui s'appelle LabVPC, donc qui a été créé, hein, pour ceux qui suivent la formation. Vous avez déjà un VPC qui s'appelle LabVPC. Et nous, ce qu'on veut, c'est explorer le VPC par défaut qui a été créé par AWS lorsqu'on a créé notre compte AWS. Si vous avez plusieurs VPC, il y a deux façons de reconnaître, ou peut-être deux choses qui vont vous aider à identifier le VPC par défaut. Déjà, le VPC par défaut, son bloc CIDR, ça va être 172.31.00/16. Donc vous allez dans n'importe quelle région AWS, dans votre compte AWS, le VPC par défaut qui va exister dans cette région, il va avoir exactement ce bloc CIDR. La deuxième chose qui va pouvoir vous aider à identifier le VPC par défaut, c'est cette colonne, c'est ce champ. Vous voyez ici, on dit VPC par défaut, et c'est écrit oui pour le VPC par défaut. Et on voit que c'est écrit non pour l'autre VPC qui n'est pas un VPC par défaut parce que c'est nous qui l'avons créé. Donc du coup, on a identifié notre VPC par défaut, c'est celui-ci, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus et puis on va regarder les détails. Voilà, on est sur la page de description du VPC par défaut avec tous les détails. On peut voir son ID, on voit qu'il est disponible. On peut voir son bloc CIDR. Donc le bloc CIDR définit tout simplement l'adresse réseau de ce VPC. Et il permet de définir également l'ensemble des adresses IP. Donc on parle ici d'IP privé. Donc l'ensemble des adresses IP qui vont appartenir à ce VPC. Et donc là, on voit que le bloc CIDR, comme on le disait tout à l'heure, ça va être 172.31.00/16. 16 étant le masque de sous-réseau. Donc du coup, le 16 veut tout simplement dire que cette partie-là, les 16 premiers bits, donc qui constituent le préfixe et qui correspondent à cette partie-là que je viens de surligner, 172.31, bah, cette partie-là, en fait, elle est fixe parce qu'elle correspond à l'adresse du sous-réseau. N'importe quel IP qui va appartenir à ce VPC par défaut devra commencer par ce préfixe, c'est-à-dire 172.31. On peut également voir que ce VPC a une table de routage. On va explorer tout à l'heure la table de routage principale et ça va nous permettre de comprendre comment se fait le routage dans le VPC et dans les sous-réseaux qui sont dans ce VPC. Justement, en parlant de sous-réseaux, un VPC va être divisé en sous-ensembles qu'on appelle des sous-réseaux et notre VPC, il contient déjà des sous-réseaux. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde en détail les sous-réseaux qui appartiennent à ce VPC. Donc ici en bas, en fait, on voit un petit peu le mappage des ressources. C'est tout simplement une façon de voir comment notre VPC
est constitué et qu'est-ce qui compose ce VPC. Donc là, on retrouve notre VPC avec son ID. Et là, on voit que notre VPC, il contient 3 sous-réseaux. Donc il y a un sous-réseau par zone de disponibilité. Donc la région Irlande, c'est 3 zones de disponibilité. Et donc quand ce VPC a été créé, AWS a créé un sous-réseau dans chacune des zones de disponibilité de cette région. On peut également voir que tous ces sous-réseaux sont reliés à la même table de routage. Une table de routage va tout simplement permettre de contrôler la façon dont le trafic va être acheminé dans votre VPC et dans les sous-réseaux qui sont dans ce VPC. Et donc là, on voit que les sous-réseaux ont la même table de routage et que cette table de routage, elle est reliée à ce qu'on appelle une Internet Gateway ou en français une passerelle Internet, qui est une sorte de routeur Internet qui va permettre de connecter votre VPC à Internet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un des sous-réseaux et puis on va regarder en détail à quoi il ressemble. Alors, les sous-réseaux ici sont très similaires, donc ça va être suffisant de regarder juste un des sous-réseaux et de voir un petit peu comment il est constitué, et ça nous permettra de comprendre également comment sont constitués les autres sous-réseaux. La seule différence étant qu'ils ne sont pas dans les mêmes zones de disponibilité. Donc pour ce faire, on va juste cliquer sur celui-ci, ça va ouvrir un nouvel onglet. Voilà. Et donc là, on arrive sur la page qui décrit en détail ce sous-réseau qu'on vient de sélectionner. Et donc, on voit d'ailleurs qu'automatiquement, on s'est retrouvé dans le menu des sous-réseaux. Il appartient à la zone de disponibilité EUwest-1A. On peut également voir son bloc CIDR. Les subnets, comme les VPC, vont avoir des blocs CIDR qui vont tout simplement définir les IP qui appartiennent à ce subnet. Et on voit par ailleurs que ce sous-réseau, qui est un sous-ensemble du VPC, il a le même préfixe en fait. Il commence par 172.31. On peut également voir le nombre d'adresses IP disponibles dans ce sous-réseau. Donc un sous-réseau, un subnet, c'est tout simplement un groupe d'adresses IP. Et donc là, on a créé un subnet en /20. Et donc ça nous laisse 4091 IP disponibles. Ici, on voit également qu'un subnet, il a ce qu'on appelle un network ACL, ou un ACL réseau. C'est tout simplement un pare-feu virtuel qui va contrôler le trafic pour l'ensemble du subnet. Et on voit également qu'il est associé à une table de routage. C'est la même table de routage d'ailleurs à laquelle sont associés tous les sous-réseaux de ce VPC. Dans la partie table de routage, par exemple, donc là, on retrouve les détails de la table de routage à laquelle est associé ce sous-réseau. Donc, comme je disais tout à l'heure, cette table de routage, c'est la même pour tous les sous-réseaux, elle est partagée, Et on peut voir qu'une table de routage va contenir ce qu'on appelle des routes. Et une route permet tout simplement de définir la façon dont le trafic va être routé. Et donc là, on voit que cette table de routage contient 2 routes. Il y a une route qu'on appelle la route locale, en fait. Pourquoi locale? Parce qu'elle permet tout simplement de spécifier que tout le trafic qui est destiné à une IP locale, donc à une IP qui appartient au VPC, donc là on voit que c'est le bloc CIDR du VPC, eh bien ce trafic, en fait, il va pouvoir être routé automatiquement. Donc ça veut tout simplement dire que tout ce que vous déployez dans un sous-réseau ou dans les sous-réseaux dans un VPC, tous ces composants, toutes ces ressources automatiquement vont pouvoir discuter au niveau réseau et elles vont être accessibles tout simplement parce qu'il y a cette route locale qui va permettre de router le trafic. Il y a une deuxième route qui est intéressante, c'est la route qui permet aux ressources que vous déployez dans le subnet ou dans le VPC d'accéder à Internet. On voit que son bloc CIDR c'est 0.0.0/0, donc ça veut dire toutes les IP possibles et on voit que cette route, elle pointe vers ce qu'on appelle une Internet Gateway, donc la passerelle Internet. Ça veut tout simplement dire que si on essaie d'accéder à une IP qui ne fait pas partie du sous-réseau local, donc du VPC ou du subnet, donc cette IP, elle fait partie de toutes les autres IP, donc ça veut dire qu'elle est sur Internet. Ça veut dire que le trafic va être envoyé vers l'Internet Gateway qui va pouvoir le router vers Internet. Si on regarde un petit peu la partie ACL réseau, en anglais on dit Network ACL, et un Network ACL c'est tout simplement un pare-feu virtuel qui va pouvoir contrôler le trafic entrant et sortant pour l'ensemble du sous-réseau. D'ailleurs, il y a des règles entrantes et des règles sortantes. Les règles entrantes vont pouvoir contrôler tout le trafic qui va vouloir entrer dans votre sous-réseau, alors que les règles sortantes vont pouvoir tout simplement contrôler le trafic qui va vouloir sortir de votre subnet. Si on regarde par exemple les règles entrantes, on voit qu'on peut créer plusieurs règles, et d'ailleurs il y en a 2 actuellement. La première règle en fait autorise tout le trafic pour toutes les sources. Donc c'est-à-dire que n'importe quel trafic depuis n'importe quelle IP sur Internet va pouvoir accéder à votre sous-réseau, en tout cas au niveau
réseau. Tout simplement parce qu'ici, on voit que c'est autorisé. Et là, on voit qu'on a une deuxième règle, c'est la règle par défaut. C'est-à-dire que si on a un trafic pour lequel cette règle ne s'applique pas, ça va être la règle par défaut qui va s'appliquer. Et cette règle par défaut-là, on voit qu'elle refuse le trafic, elle n'autorise pas le trafic. On a un deny ici. Et donc, du coup, ça veut dire que si on n'avait pas cette règle-là, la règle numéro 100, il n'y aurait aucun trafic qui pourrait rentrer dans notre subnet. Alors, si on retourne sur nos VPC, alors là, on est sur VPC. Le VPC par défaut, c'est celui-ci. On va cliquer dessus. Donc là, on a exploré ce sous-réseau-là. Mais comme je disais tout à l'heure, les autres sous-réseaux sont similaires. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas dans les mêmes zones de disponibilité. On a vu que ce sous-réseau et les autres sous-réseaux étaient reliés à la même table de routage. Et on a également vu que cette table de routage contenait deux routes. Il y avait une route qui permettait le trafic local. Donc c'est ce qui va permettre à tous les sous-réseaux dans votre VPC de pouvoir communiquer. Et il contenait également une deuxième route qui permettait d'accéder à Internet. Donc si on n'a pas cette route qui pointe vers l'Internet Gateway, votre VPC et les sous-réseaux dans ce VPC ne pourraient pas accéder à Internet. Et donc du coup, le composant qui permet d'accéder à Internet, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'Internet Gateway. Donc c'est ce qu'on voit ici. On voit d'ailleurs que la table de routage, elle est reliée à cet Internet Gateway. Pourquoi? On va recliquer dessus. Voilà, c'est tout simplement parce qu'il y a une route ici qui a pour cible l'Internet Gateway. Et donc c'est pour ça que cette table de routage-là, elle est reliée à cet Internet Gateway. Et donc si on clique sur l'Internet Gateway pour explorer un peu plus en détail, voilà. Donc là, on peut voir un petit peu les détails de l'Internet Gateway et on voit qu'il n'y a pas énormément de détails. Pourquoi? Parce qu'une Internet Gateway, c'est un composant qui est entièrement géré par AWS. Donc tout ce qui est scalabilité, mise à l'échelle, mise à jour, tout ça c'est géré par AWS. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est créer une Internet Gateway. Et d'ailleurs, ça se fait automatiquement quand vous créez un VPC. Mais si vous le faites manuellement, il suffit de le créer, ensuite de l'attacher à votre VPC. Et donc là, on voit que cet Internet Gateway, il est actuellement attaché à notre VPC. Donc c'est le VPC par défaut. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres détails, il n'y a pas grand-chose à explorer. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que cet Internet Gateway permet à vos ressources qui sont dans vos VPC d'accéder à Internet tout simplement parce que cet Internet Gateway est attaché à votre VPC. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle le groupe de sécurité par défaut. Et donc, on va aller regarder un petit peu à quoi il ressemble ce groupe de sécurité par défaut. Donc, on va venir ici, dans le groupe de sécurité. Et donc là, on voit qu'on a deux groupes de sécurité, ce qui est normal. Pourquoi on a deux groupes de sécurité par défaut ici? C'est tout simplement parce qu'on a deux VPC. On a le VPC qu'on a créé pour la formation et on a le VPC qui a été créé par AWS, le VPC par défaut. Donc, si on veut regarder le groupe de sécurité par défaut du VPC par défaut, on va juste identifier notre VPC par défaut qui finit par 37A. Ensuite, on retourne dans le groupe de sécurité. Et si on cherche ici le VPC qui se termine par 37A, c'est celui-ci. Donc, son groupe de sécurité par défaut, c'est celui-ci. On peut cliquer dessus pour voir un petit peu les détails. On voit que le groupe de sécurité par défaut, il a une seule règle entrante. Et cette règle, en fait, autorise tout le trafic pour tous les protocoles, pour tous les ports. Et on voit également qu'il y a une partie pour les règles sortantes. Et les règles sortantes, c'est pareil que les règles entrantes. La règle qui existe autorise tout le trafic pour tous les protocoles, pour tous les ports, pour toutes les destinations. Donc le groupe de sécurité par défaut contient des règles qui autorisent tous les trafics par défaut en entrée et en sortie. Et encore une fois, n'oubliez pas, le groupe de sécurité par défaut, c'est lorsque vous créez des instances EC2, par exemple, et que vous n'associez pas explicitement un groupe de sécurité. Vu qu'une instance EC2 doit absolument avoir un groupe de sécurité, ça va être le groupe de sécurité par défaut qui va leur être associé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un VPC personnalisé, tout simplement. Et ensuite, on va tout simplement regarder comment lancer une instance EC2 dans un VPC qu'on a créé et donc qui n'est pas le VPC par défaut. On va aller dans VPC, ici. On va cliquer sur créer un VPC. Voilà. Donc là, on est dans l'assistant de création de VPC. On va choisir VPC et plus encore. Donc ici, on va mettre lab2, donc pour le nom. Pour le bloc CIDR, donc vous vous rappelez, le bloc CIDR va définir les IP privés IPv4 qui vont constituer ce VPC. Donc du coup, ce qu'on va choisir, c'est 10.1.0.0/16. Voilà. On aurait pu laisser le 10.0.0.0/16, mais pourquoi j'ai décidé de changer? C'est tout simplement parce que chez moi, j'ai déjà un VPC
qui utilise ce bloc CIDR. Vous voyez, l'app VPC utilise déjà le bloc CIDR 10.0.0.0/16 et donc pour éviter des conflits, c'est pas quelque chose qui est recommandé par AWS d'avoir deux VPC qui ont le même bloc CIDR. C'est pour ça que je décide de créer ce VPC avec un bloc CIDR qui est différent. Pour les zones de disponibilité, on va laisser à 2. Pour le nombre de sous-réseaux publics, on va laisser 2. Donc ça veut dire que notre VPC va contenir 2 sous-réseaux publics. Et pour les sous-réseaux privés, donc les sous-réseaux privés, c'est les sous-réseaux qui n'ont pas accès directement à Internet, ils ne sont pas exposés à Internet. On va également laisser la valeur par défaut, c'est-à-dire 2. Ici, on peut cliquer ici, voilà, et puis juste regarder les détails, donc les blocs CIDR qui ont été automatiquement attribués par AWS au sous-réseau qu'on est en train de créer. Et donc là, on voit, on aura des subnets avec des blocs CIDR en /20. Donc moi, ça me va parfaitement. Ici, on voit qu'on peut créer ce qu'on appelle une NAT Gateway. Donc une NAT Gateway, c'est tout simplement un composant qui va permettre aux sous-réseaux publics de pouvoir accéder à Internet, parce que par défaut, ils peuvent pas accéder à Internet. Donc on peut décider de déployer une NAT Gateway si on le désire. Donc pour cette démo, on ne va pas déployer de NAT Gateway. Et on voit ici également qu'on peut créer ce qu'on appelle un point de terminaison d'un VPC, donc une passerelle S3. On va décider de ne pas en créer, mais une passerelle S3 va tout simplement permettre aux ressources que vous déployez dans votre VPC, dans des sous-réseaux de ce VPC, de pouvoir se connecter à vos ressources dans le service Amazon S3 de façon privée, sans passer par Internet. Alors ici, on peut voir un petit peu l'aperçu de ce qu'on va créer. Donc c'est assez pratique parce que c'est quelque chose de graphique et ça nous permet de bien vérifier tout ce qu'on a configuré. Donc là, on voit qu'on va créer un VPC qui s'appelle Lab2 VPC. On voit que ce VPC va contenir 4 sous-réseaux, 2 sous-réseaux par zone de disponibilité, et à chaque fois, ça va être un sous-réseau public et un sous-réseau privé. On voit également qu'il va y avoir 3 tables de routage qui vont être créées, et donc on voit ici que les sous-réseaux publics vont avoir leur table de routage, les sous-réseaux privés vont également avoir leur table de routage. Après, chaque sous-réseau privé va avoir sa table de routage. Elles sont distinctes, elles ne partagent pas la même table de routage, donc ça c'est quelque chose qui est complètement possible. Et en ce qui concerne le sous-réseau public, qui est rattaché à sa table de routage qui est publique, on voit que cette table de routage est bien connectée à une Internet Gateway. Et donc, c'est ce qui va permettre aux sous-réseaux publics et aux ressources qu'on va déployer dans ces sous-réseaux publics de pouvoir accéder à Internet en passant par l'Internet Gateway. Parce qu'ici, il va y avoir une route qui va pouvoir rediriger le trafic Internet vers cette Internet Gateway. Donc, si on est satisfait de ce qu'on a configuré, on va tout simplement cliquer sur Créer un VPC. Donc voilà, c'était assez rapide, vous avez vu, tout s'est bien passé, tout est vert, et donc ça veut tout simplement dire que notre VPC a bien été créé. On va cliquer sur Afficher le VPC, et là on peut voir, comme tout à l'heure, les détails de notre nouveau VPC. On voit qu'il a bien le bloc CIDR qu'on a choisi, 10.1.0.0/16. On voit qu'il y a une table de routage principale qui a été créée. Si on descend un peu plus bas, on peut voir le mappage des ressources. Donc on retrouve les sous-réseaux qui ont été créés, donc il y en a 4. Et si je clique par exemple sur celui-ci, on peut voir qu'il est relié à une table de routage qui elle-même est connectée à une Internet Gateway qui a été automatiquement créée. Et donc juste par curiosité, si on regarde la table de routage des sous-réseaux publics, donc on peut voir qu'il y a 2 routes, comme tout à l'heure en fait. Il y a une route pour le trafic Internet, donc la destination ça va être 0.0.0/0, et la cible ça va être l'Internet Gateway. Et on voit qu'il y a une deuxième route pour le trafic en local. Donc on va fermer ces onglets. Voilà, on va revenir ici. Donc notre VPC a bien été créé, donc tout s'est bien passé. Maintenant, ce qu'on va faire, vous vous rappelez, on va utiliser ce VPC pour lancer une instance EC2 dans ce nouveau VPC. Et cette instance EC2, on va installer un site web de façon automatique. Et vu que c'est un site web, il faudra que le trafic HTTP, à minima, il soit autorisé dans le groupe de sécurité qui va lui être associé. Sinon, on ne pourra pas accéder à ce site web. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va d'ores et déjà créer le groupe de sécurité. On va cliquer ici sur groupe de sécurité, créer un groupe de sécurité. Voilà, donc on va créer le groupe de sécurité qu'on va associer à l'instance EC2 qu'on va lancer tout à l'heure. Il doit autoriser le flux HTTP en entrée, parce qu'on va installer un site web sur l'instance EC2. Donc on va l'appeler webserver2-g. Pour la description, on va mettre accès HTTP. Ici, il faut s'assurer de bien sélectionner le VPC qu'on vient de créer, donc l'app2 VPC. Et on va rajouter une règle entrante pour autoriser le flux HTTP pour toutes les IP, vu que c'est un site web. Les règles sortantes, on va laisser la règle par défaut qui autorise tout le trafic vers toutes les destinations, et on va cliquer sur créer un groupe de sécurité. Donc le groupe de sécurité a bien été créé,
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer une instance EC2 dans le VPC qu'on a créé. Donc, vous vous rappelez, on vient de créer un VPC, donc c'est celui-ci, lab2 VPC, avec le bloc CIDR 10.1.0.0/16. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les services Amazon EC2, on va lancer une instance EC2 dans ce VPC, et cette instance EC2, on va l'associer au groupe de sécurité qu'on vient juste de créer, donc celui-ci, Web Server 2-SG. Donc on va aller dans EC2, voilà, on va cliquer sur lancer une instance, on va appeler l'instance Web Server 2. En ce qui concerne l'AMI, on va choisir Amazon Linux 2, par exemple. Le type d'instance, on va laisser T2 micro. Pour le nom de la Keeper, on va continuer sans Keeper, parce qu'on n'a pas l'intention de se connecter en SSH à l'instance EC2. Pour les paramètres réseau, on va les modifier. Ici, on va bien choisir le VPC qu'on vient de créer, donc lab2 VPC. Ensuite, en ce qui concerne le sous-réseau, on va choisir un sous-réseau public, donc par exemple lab2 subnet public 1. On va décider d'attribuer une IP publique à notre instance EC2. Pour le groupe de sécurité, on va sélectionner le groupe de sécurité qu'on vient juste de créer, donc qui s'appelle Web Server 2 SG et qui autorise le flux HTTP en entrée. En ce qui concerne le stockage, on ne va pas y toucher. Ensuite, on va aller dans les détails avancés. Dans la partie données utilisateurs, on va tout simplement copier-coller un script qui va automatiquement installer un site web, une petite page HTML, qui va être accessible une fois que l'instance EC2 aura fini de démarrer. Donc on va coller le script, c'est un script shell qui fait des updates, qui installe un serveur web Apache, qui crée la page HTML pour que cette page HTML soit accessible quand on va taper l'IP publique de l'instance EC2. On va cliquer sur lancer l'instance. Voilà, le lancement de l'instance s'est bien passé. On va cliquer sur l'ID de l'instance. Et maintenant, on va attendre que l'état de l'instance passe au vert et que le contrôle des statuts soit également vert pour pouvoir accéder à l'IP de notre instance EC2 et donc du coup au site web qui a été déployé sur cette instance EC2. Alors, je viens de rafraîchir et je vois que l'instance EC2 a bien fini de démarrer. Donc son état est en cours d'exécution et le contrôle des statuts s'est bien passé. Donc je vais tout simplement sélectionner l'instance EC2, copier son IP public. Je vais ouvrir un nouvel onglet et puis je vais accéder à l'IP public. Et donc là, on voit que ça marche. J'arrive bien à accéder à la page HTML, donc au site web, qui est déployé sur cette instance EC2. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans ce lab? Dans ce lab, on a tout simplement exploré le VPC par défaut, qui est automatiquement créé par AWS pour vous. Ensuite, on a tout simplement créé un VPC personnalisé, et puis on a vu qu'on pouvait lancer une instance EC2 en choisissant ce VPC personnalisé, et on a vu qu'on pouvait accéder au site web qui était déployé sur cette instance EC2 qu'on a lancée dans ce VPC qu'on a créé, et tout ça effectivement parce que le groupe de sécurité qu'on a créé autorisait également le trafic en entrée sur le port 80 HTTP. Donc si vous avez suivi ce lab, n'oubliez pas de nettoyer les ressources, donc c'est très important. Donc là, il y a principalement deux choses à nettoyer, à supprimer. Déjà l'instance EC2 qu'on vient de déployer. Pour la supprimer, il faut aller dans état de l'instance une fois que vous l'avez sélectionné, et puis vous choisissez résilier l'instance et vous confirmez. Ensuite, ce qu'il faut également supprimer, c'est le VPC. Donc on va aller dans le VPC. Dans nos VPC, le VPC qu'on a créé, c'est lab2 VPC. Donc on va sélectionner Action, supprimer un VPC. On va confirmer. Et voilà, notre VPC a bien été supprimé, on a supprimé l'instance EC2, et donc ça nous permet de clôturer ce lab.